Alors, dans cette vidéo, je vais faire une petite analyse des différents modèles sur Internet et YouTube que j'ai pu voir. Alors, en fait, là, souvent, ce que j'ai des idées. Si je le traite pas tout de suite, je le traite jamais. Donc, je vais essayer de le faire assez rapidement pour en montrer à peu près différents modèles qui existent. Et en fait, je me suis basé sur sur des exemples. À partir des exemples que j'ai pu voir, j'ai tiré des cas généraux. Donc, des exemples que j'ai pu voir sur, par exemple, YouTube. Donc, comme je peux pas tout voir, mon analyse ne sera pas exhaustive, il y aura pas tous les modèles, mais je vais vous montrer les principaux modèles, parce qu'en fait, dès qu'un modèle marche, il est un peu copié par les autres. Donc, en fait, pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait, je m'intéresse sur plein de choses, et c'est quelque chose qui m'a intéressé, et j'ai pu voir le comportement sur Internet et YouTube, par exemple, car c'est quelque chose de récent. Et par exemple, sur YouTube et Internet, j'y suis régulièrement, donc j'arrive à comprendre certaines choses à la longue. Alors en fait, j'ai fait une petite présentation sur carte heuristique. Alors pourquoi je fais ça? Car ça va très vite pour prendre des notes. Je pars un peu dans tous les sens, je fais une forme un peu arborescente, et ça me permet de mettre beaucoup d'idées. Et donc à partir de ces idées, je vais faire mon petit exposé. Donc je mettrai peut-être dans la description des liens pour aller plus rapidement peut-être à certaines parties qui vous intéressent le plus. Et comme j'ai fait des prises de notes, j'ai pas forcément vérifié l'orthographe et le logiciel le vérifie pas trop. Donc s'il y a des fautes, normalement c'est pas très grave, c'est un petit exposé. Alors déjà sur Internet et YouTube, on a déjà des contenus gratuits. Alors gratuit, moi je les différencie entre gratuité partielle et gratuité totale. Après si vous voulez, je vous montrerai moi mes données sur Internet, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube. Donc gratuité totale, moi j'appelle ça c'est quelqu'un qui partage sa passion, qui montre des idées. Alors on peut moi je fais un peu l'analogie avec le bénévolat. Lorsque je vais aider dans une association, j'attends aucun retour financier, j'attends pas d'être payé, mais ça peut me permettre d'avoir une satisfaction personnelle, une satisfaction humaine, le sentiment de se sentir utile et d'aider les autres. Donc, on peut montrer ses inventions, ses idées, on peut partager son mode de vie. Par exemple, moi imaginez, si je vis au milieu des bois, je veux dire, il faut faire ça, pas ça, je vous partage mon expérience, car je peux montrer que c'est possible. Je peux partager ma passion, par exemple ma passion pour les chiens. Ça peut être une forme d'éducation, et là, je le vois beaucoup sur YouTube. Alors parfois, on va comparer la télé avec YouTube, mais en fait, ça dépend, c'est un moyen, ça dépend un moyen de communication, et ça dépend ce qu'on va regarder. Mais dans l'ensemble, j'ai pu constater que YouTube était un peu, et les autres médias sur Internet, une nouvelle forme de formation. Parfois, et ce qui s'est passé souvent, c'est qu'on a une éducation initiale qu'on a à l'école, et après c'est difficile d'avoir du contenu qui n'est pas dans sa formation, ou de retourner apprendre. Et sur Internet, on a des formations gratuites, des conférences gratuites, de nombreuses conférences sur des nombreux termes, et on peut se former tout au long de sa vie. On peut présenter sa philosophie, sa philosophie de vie, sa philosophie de pensée, c'est sûr dans les limites du respect. Hein, il faut éviter de faire des injures aux gens qui ne pensent pas comme eux. Donc c'est quelque chose d'intéressant dans les commentaires. J'avais lu un livre, c'était Homo economicus de Daniel Cohen. C'est un livre que j'aime bien. Et il parlait à la fin du lien entre anonymat et injure dans les commentaires, et que l'anonymat augmentait les risques d'avoir des injures entre personnes. Donc des fois il y a des débats stériles, mais ça montre une philosophie. Donc après on peut intervenir. J'ai vu telle émission à la télé, je suis pas d'accord, j'interviens. On peut débattre entre personnes, entre youtubeurs, entre différentes personnes d'idées différentes, de la politique ou au sens noble du terme. Informer par exemple, d'informer les bêtises qu'il peut y avoir sur Internet, la pseudoscience, l'énergie gratuite, sans dire que des fois il y a des gens qui disent des bêtises, et il y a des gens qui vont informer contre des dérives. Donc il y a une problématique que j'ai pu trouver, c'est la problématique du temps. Donc si vous faites des contenus, vous allez vous heurter avec un problème de temps. Faire une vidéo, ça demande du travail. Et à côté, généralement, si on fait des vidéos gratuites, on ne touche pas d'argent. Donc il faudra un travail ou quelque chose pour gagner de l'argent à côté. Donc on a également tout le monde a une vie personnelle, bien remplie. Donc ça demande du temps de faire des vidéos, de faire un travail de recherche, un travail de montage. Plus si vous avez des gens qui vous posent des commentaires,
Moi, des fois, j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, mais déjà, j'ai une petite chaîne, car des fois, ça demande du temps. Et puis, il y a certaines personnes, j'apporte la réponse au cours de la vidéo, et ça arrive souvent que les gens me demandent, me posent la question. Donc ça arrive. Et après, si on conjugue tous les temps, ça peut être très prenant. Une vidéo peut demander, pour des grosses vidéos, hein, pas dans mon cas, mais ça peut demander des jours et des jours ou des semaines de montage. Donc ça devient un peu comme la télé après ça. Et on va également parler du coût économique. S'il vous faut du matériel, un trépied, un micro, une caméra. Donc c'est une passion qui va coûter cher. Vous allez apporter à des personnes, et vous, au retour, vous allez dépenser de l'argent. Par exemple, moi dans mon cas, où mes vidéos ne sont pas monétisées sur YouTube, car j'ai moins de 1000 abonnés, je reviendrai plus tard. Par exemple, je me suis acheté un trépied, c'est quasiment quelque chose d'indispensable si vous faites des vidéos. Alors, un trépied, ça coûte 20€, un micro cravate si vous achetez encore 20€ ou 40€. Donc vous pouvez investir 100€ et au contraire, passer du temps également, du temps. Et le temps, c'est vraiment quelque chose, c'est la denrée la plus chère sur cette terre. Donc après la gratuité sur internet, alors ça m'est venu, c'est un peu une extrapolation dans l'ensemble, que vous utilisez Google, Facebook, il y a ces entreprises ont des serveurs à payer, des employés, des bureaux, donc rien n'est gratuit en fait. Et souvent les entreprises vont utiliser, souvent on dit rien n'est gratuit, lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit, et c'est plus ou moins vrai. Alors les entreprises peuvent utiliser la pub par exemple. Donc si on veut utiliser la pub pour financer en partie ses vidéos, mais qu'on est contre cette idéologie dans sa philosophie de vie, cette philosophie de société de consommation, on sort quand même à un dilemme assez fort. Est-ce qu'on doit quand même utiliser la pub ou au contraire s'en passer? Donc les entreprises gratuites peuvent fonctionner par mécénat, par don. Et après, des entreprises gratuites aussi qui vont, en parlant de pub, qui vont prendre vos informations. On parle des grands médias sociaux et puis les revendre à des bases de données. Donc les bases de données, c'est ce qui coûte très cher. Votre nom, votre adresse, votre comportement, c'est quelque chose qui se monnaie et en fait, des fois et la plupart du temps, sans le savoir. Alors après, la gratuité sur YouTube, ça permet également à des personnes de se faire connaître. Donc pour un niveau professionnel. Je suis artisan par exemple, je suis maçon. Je montre des tutoriels assez faciles, comment faire une terrasse. Et les gens vont me regarder et vont dire il est expert, il a l'air sérieux. Donc cette personne, je peux l'embaucher pour faire un travail chez moi. Idem pour un psychologue qui veut se démarquer des autres. Il présente quelques travaux, une théorie philosophique de psychologie. Et il va se dire les gens vont montrer que j'ai une expertise, que je suis compétent, que je peux comprendre les besoins des gens. Et donc, ça peut permettre de gagner des clients. Donc, ce qu'on apporte, on va montrer son expertise, sa notoriété, qu'on est franc, et on attend d'un certain côté, je les mets entre guillemets, parce que c'est pas seulement ça, un retour sur investissement, c'est-à-dire augmenter ses clients. Donc, ça peut être un client sur une boutique physique, ou une boutique, par exemple, en virtuel. Donc on a d'une certaine façon un avantage comparatif vis-à-vis de la concurrence. Si vous montrez que vous êtes que vous connaissez dans le sujet et que vous êtes sérieux, les gens vont par confiance vous demander plus qu'un autre qui ne connaissent pas. Ça peut être pour beaucoup de professions. C'est quelque chose en devenir, car on peut montrer par exemple un boulanger, un artisan, tous les métiers de service. Alors là, c'est la première partie, c'est la gratuité sur Internet. Donc ça peut être très bien, mais à partir d'un temps de travail donné, on a quand même des problématiques qui vont se mettre en évidence en termes de temps, de coût. Donc après, on a la gratuité que je vais appeler partielle. Alors là, on a plusieurs aspects. C'est donner quelque chose de gratuit, mais en échange obtenir un peu, par exemple. Donc ça peut être une nouvelle forme d'économie qui n'existait pas avant. Donc par exemple, je suis contre la publicité, je montre quelque chose, mais en même temps ça me coûte du matériel de présenter certains objets, ça va me coûter de l'argent, mais même de façon indépendante. Donc je peux lancer un financement participatif. Alors là j'ai mis 2 plateformes, mais il y en a beaucoup. Et ça permet d'un certain côté de dire, si vous aimez la qualité de mon travail et vous voulez que je fasse plus ou encore,
ou que je m'y consacre davantage, par exemple, que je quitte mon emploi à plein temps pour aller à temps partiel, et vous mettre des vidéos de qualité, je vous demande une contribution, et en échange, je pourrais faire plus de vidéos. Donc on peut demander cet argent pour un projet, pour payer du matériel, pour financer des déplacements, des frais. On peut avoir beaucoup de frais dès qu'on arrive sur du gros montage. Donc c'est quelque chose, par exemple, pour une personne qui n'aime pas le financement de publicité, puisse trouver une deuxième voie de financement. Après, on a l'affiliation. Alors là, je vais faire un distinguo entre l'affiliation et le partenariat, le sponsoring. Donc l'affiliation, il y a des sites comme Amazon, eBay, mais Amazon c'est plus connu, où si vous présentez un produit que vous avez aimé, donc, je sais pas, vous aimez un livre, vous le présentez et vous dites ah bah je vous mets le lien de ce produit dans la description. La personne va cliquer dessus et le prix ne va pas augmenter, mais comme il y a un lien personnalisé qui vous appartient, vous allez toucher une commission. Alors c'est quelques pourcentages, c'est variable selon le type de produit, hein, si c'est un produit physique ou virtuel. Alors ce qui peut se passer, généralement c'est sans surcoût et on touche une commission, donc de quelques pourcentages. Et donc il y a également de l'affiliation pour par exemple des gens qui vendent des boutiques virtuelles. Souvent ils ne font rien, ils présentent juste le produit d'une autre personne et ils vont toucher, ça peut, j'ai vu sur certains sites, jusqu'à 30-50%. Donc ça permet à l'autre personne de se faire connaître, d'améliorer sa visibilité, et la personne qui fait l'affiliation de toucher de l'argent avec peu de travail. Mais il y a quand même du travail, donc ça peut devenir, s'il faut faire une bonne présentation. Donc moi, l'affiliation, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on est indépendant ou pas? Est-ce que vous allez mettre uniquement en avant des bons produits que vous avez, pour dire regardez, ou est-ce que vous allez être payé? Alors moi, je vais partir du principe de l'affiliation en étant indépendant. Alors moi sur ma chaîne YouTube, au début, moi je voulais mettre de l'affiliation pour, par exemple, moi je voulais présenter des livres et je me suis dit, grâce à l'argent de l'affiliation, comme c'est des faibles pourcentages et que j'ai peu de personnes, je pourrais présenter des livres, je pourrais présenter des choses et financer mon trépied. Alors moi, au final, je vous montrais sur toute l'année, je touchais même pas 15 euros. Alors ça fait même pas 1 euro par mois, même moins de 15 euros. J'ai même pas gagné, je peux même pas m'acheter un paquet de cacahuètes par mois avec. Donc c'est des données pour des chaînes moyennes comme la mienne, ou petites plutôt, qui sont très faibles. Donc après, il y aura une notion de transparence. Est-ce que vous allez le dire ou pas à vos abonnés? Alors là, il y a des choses que je vois, c'est assez étrange. C'est qu'il y en a qui vont le dire, ils vont dire, je vous montre que j'ai de l'affiliation, et ça va me permettre d'acheter du matériel, d'acheter une meilleure caméra. Alors il faudra cotiser beaucoup pour une caméra, mais par exemple, ça va me permettre d'acheter un livre, et comme ça je peux faire un résumé à ma façon, par exemple. Donc vous allez le dire. Et il y a des gens, j'ai pu voir, qu'ils allaient parfois cacher les liens en les renvoyant sur leur blog, qui ont un lien personnalisé pour renvoyer sur Amazon. Alors c'est un moyen un peu de cacher qu'il y a de l'affiliation. Donc là c'est un peu quelque chose d'opaque. Après il y a le partenariat. Alors pour moi c'est différent. Alors moi je fais de l'affiliation pour les produits que je présente, mais en fait moi je présente que des produits que j'ai aimé. Donc si je présente un produit que j'ai cassé ou qui marche pas, je peux pas le présenter car il y a quand même de l'honnêteté et on peut pas forcément faire en étant indépendant, présenter un truc qu'on n'aime pas en étant en mentant un peu. Alors que le partenariat c'est différent. Là alors ça c'est pas disponible pour les petits youtubeurs, les petites personnes qui n'ont pas de visibilité. Quelqu'un qui a moins de 2-3 000 abonnés, faut pas compter pour faire un partenariat. Par contre, c'est parfois les marques qui vont s'intéresser à des youtubeurs un peu plus gros, qui ont 10 000, 20 000 abonnés, et qui vont leur proposer de travailler pour eux, de mettre soit la marque en avant, soit un produit. Ou soit de façon subliminale, j'ai écrit, vous mettez votre canette de soda derrière, vous dites rien, et apparemment, d'après certaines études sur le cinéma, ça aurait un impact. Donc il y a une notion, là on n'a plus d'impartialité comme avant, c'est que si vous êtes payé par une marque pour présenter son produit, d'un certain côté, il faudra donner un avis positif, même si certains youtubeurs disent qu'ils restent indépendants. Techniquement, si quelqu'un vous paye pour faire quelque chose, vous pouvez pas vraiment lui dire du mal, sinon la collaboration va s'arrêter les prochaines fois. Alors, comme je l'ai dit, c'est pour les youtubeurs ou des personnes plus grosses qui ont un partenariat.
un partenariat, et ça permet à des marques aussi de faire un peu, c'est un peu de la publicité cachée d'un certain côté, car les personnes ne le disent pas forcément. Et après, il y a la pub YouTube. Donc, ce qu'on a pu noter, ce qu'on a pu voir, c'est que les gens donnent des fois des approximations, mais c'est assez dur de savoir les chiffres, parce que selon les domaines d'activité, les publicitaires ne seront pas les mêmes. Les secteurs, ça sera pas les mêmes. Si vous présentez une pub pour un parfum, une pub pour une tondeuse à gazon, ça sera pas forcément les mêmes grilles de rémunération. Il y a beaucoup de choses qui comptent. Et ce qu'on a pu noter, c'est que d'après certains youtubeurs, moi je peux pas monétiser mes vidéos, c'est qu'il y aurait une baisse de la rémunération depuis un certain temps. Et il y a eu de nombreux scandales, et c'est pour ça qu'il y a eu des nouvelles règles qui ont été appliquées. Et notamment, les petits youtubeurs ne peuvent pas monétiser leurs vidéos. Et donc, la pub, moi j'ai mis quantité versus qualité, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que la pub YouTube, pour quelqu'un qui va en vivre, il faudrait faire des grandes quantités, plus de 100 000 vues par vidéo à peu près, d'après certains youtubeurs. Et quelqu'un qui va se mettre sur un marché de niche ou sur un domaine de niche qui va toucher 3000 personnes, il peut clairement pas vivre de la pub YouTube. Mais en fait, pour faire en partie des grandes quantités de vues, il faut de la qualité, mais pas toujours. C'est pour ça que c'est pas tout à fait de l'opposition, hein, c'est pas dualiste complètement. Alors là, c'est de la gratuité, mais en essayant de soit rémunérer sa passion, ou soit de trouver un petit complément de revenu. Donc, voir un revenu complet sur, par exemple, la publicité pour les très gros youtubeurs. Et après, il y a des gens qui ont proposé du contenu payant. Donc, ça a plusieurs principes, hein. Certaines personnes disent tout le temps tout travail mérite salaire. Si je travaille, il faut que je touche en échange. C'est tout à fait normal. C'est pas du tout, c'est comme ça. Et ça m'a fait penser à Adam Smith avec la bienveillance du boulanger qui cite dans son livre, où il va dire que le boulanger, s'il fait du bon pain, c'est pas juste pour faire du bon pain, c'est qu'en fait il essaye c'est pour son intérêt personnel, que s'il fait du bon pain, les gens vont venir acheter et pas chez le concurrent. Donc c'est une pensée qui a été déformée parfois d'Adam Smith avec la notion de main invisible au niveau de la notion capitaliste, hein. C'est quand même quelque chose assez intéressant quand même de lire c'est des grands économistes, que ce soit Adam Smith, Pareto, vous pouvez lire de nombreux auteurs. Donc je mettrai la citation. Et donc aussi, il y a des gens qui vont proposer du contenu payant différent pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, car ça peut créer une précarité. Par exemple, YouTube change les règles de monétisation et que tout pour un gros YouTuber, tout son revenu est basé dessus et il va avoir une chute drastique. Donc il essaye d'avoir des revenus complémentaires. Alors qu'il faut savoir que les gros YouTubers, ils vivent que de ça. Ils ont pas un autre travail. C'est important de le noter que pour faire une vidéo qui demande des semaines de travail, il peut pas avoir un travail à côté. Ce serait complètement impossible, à moins d'externaliser les procédures, le montage vidéo, mais c'est ce qui est fait parfois. Donc il y a une autre chose que j'ai vue sur internet, c'est qu'il y a des gens qui vont proposer beaucoup de contenu gratuit, beaucoup, à peu près même 80%, ça peut monter, et qui vont dire, par contre, si vous voulez en savoir plus, l'information la plus poussée, les 20% restants, il faut acheter ma formation. Alors ça, c'est des techniques où des gens vont parler pendant 20 minutes, ils vont vous expliquer beaucoup de choses, et à la fin, ils vont dire cliquez sur le lien. Donc après, c'est pas forcément malhonnête, c'est des techniques marketing. En fait, plus on va arriver là, plus on va arriver sur du marketing et de la vente professionnelle. Alors, différentes techniques que j'ai pu noter déjà, c'est ça, selon ce que j'ai pu voir sur internet, il y a plusieurs noms. C'est la technique de l'entonnoir, de la pyramide, du tunnel de vente. C'est qu'à la base, quelqu'un va faire une vidéo là des 80% basiques et il va dire, il va avoir 10 000 vues. Donc il va appeler ça des prospects. Donc là maintenant on arrive vraiment à des notions de marketing. Et à chaque étape il va mettre des taux de conversion. Il va dire, je fais une vidéo, cliquez sur le lien si vous voulez recevoir un petit cadeau. Cliquez sur le lien. Et après, la personne qui va recevoir la newsletter, il va encore avoir une conversion, et en fait ça va faire une pyramide, et les clients seront vraiment que la pointe de la pyramide ou du système de l'entonnoir. Donc il y a, même si 5% des gens achètent de 10 000 ou même 2%, et que la personne la vend 200 €, il est toujours gagnant. Ce qu'il faut noter, c'est que le taux peut être variable selon la personne, selon la thématique. Alors il y a une technique que j'ai vu beaucoup, c'est d'offrir un cadeau. On voit parfois sur les sites des gens qui vont dire je vous offre un cadeau,
et vous me donnez votre adresse mail pour que je vous l'envoie. Alors c'est un peu, des fois, moi je trouve ça un peu stupide, au lieu de mettre le lien pour télécharger son petit cadeau de 5 pages, des fois, comment faire ci, comment faire là, il a besoin d'adresse mail. Alors, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Donc après, ils vont utiliser des systèmes pour gérer les adresses mail et envoyer des newsletters. Donc en fait, donner un cadeau, c'est simplement pour faire une base de données de prospects, une base de données qui va, cette personne, cette entreprise va solliciter par semaine, par mois, pour dire voici les nouvelles et en même temps j'ai fait une offre ou il y a une promotion. Donc il y a différentes autres techniques qui sont utilisées, par exemple la technique du temps, du manque de temps, où par exemple la personne va vous dire j'ai fait une nouvelle formation et dans 5 jours soit le prix va doubler, soit je vais la retirer. Donc c'est une technique marketing pour vous presser à acheter. Après, dans ces différentes techniques, il y a des techniques de résolution de problèmes où les gens vont dire vous avez tel problème, vous avez telle frustration, je vais vous emmener régler ce problème. Alors souvent, par exemple, c'est comment apprendre le piano. Vous ne savez pas jouer au piano. Moi, je suis prof de piano. Je vais vous apprendre à jouer au piano. Vous êtes en surpoids. Moi, je suis diététicien et je vais vous apprendre à faire un régime spécial. En fait, la personne va l'apprendre du point A au point B. Et en fait, normalement, il faut que la personne soit quand même elle soit prof de résultats. Si, par exemple, vous êtes prof de PS ou prof pour vous dire je vous apprendre à courir un marathon et que vous n'êtes pas incapable de courir 20 minutes, il y a quand même un décalage, il faut quand même une congruence entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez montrer. Donc si vous suivez ma technique, vous allez arriver. Donc c'est quelque chose qu'on voit parfois, de techniques de résolution de problèmes. Après, il y a aussi des contenus qu'on peut voir sur Internet qui sont disponibles à la base sur des boutiques physiques, et que les gens ont simplement basculé sur boutique virtuelle Internet. C'est le moyen Internet qui va servir, qui va être différent de la lettre par correspondance que le catalogue. Alors les différents produits que j'ai pu voir qui étaient proposés sur Internet. Alors déjà, il y a les audios. Par exemple, audio, je vous offre, vous me donnez 20 €, je vous offre un audio d'hypnose ou des podcasts pour vous apprendre, je sais pas, des cours d'histoire ou après des e-books. Alors l'intérêt des e-books, par exemple, si vous vendez un e-book, c'est qu'il n'y a pas besoin de maison d'édition maintenant avec par exemple Amazon ou la Fnac, où vous pouvez vendre un PDF. Donc c'est de l'auto-édition parfois. Alors après, les formations. Les gens vont vendre des formations. Alors des fois, ce que j'ai pu voir et que c'est assez intéressant, il y a des gens qui gagnent de l'argent uniquement en vendant des formations pour montrer comment ils ont gagné de l'argent. Donc des fois c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est pas toujours ça. Hein. Des fois c'est des thèmes différents. Alors, le thème que j'ai vu le plus sur Internet, c'est financier, le sport, la cuisine, les changements de vie, ça peut être le potager, comment je fais un potager en carré, je vous ai expliqué. Et des fois c'est une synergie, hein. La personne va dire je vous vends une formation où il y a un e-book, des PDF, une présentation audio, une présentation, tout un tas de présentations. Donc l'avantage que j'ai pu essayer d'analyser en voyant ces formations numériques, déjà c'est que le peu de frais, ça c'est par rapport à un produit physique, il n'y a pas besoin de stockage. Si vous vendez un livre ou une formation, vous n'avez pas besoin, et que vous pouvez le faire seul, pas besoin d'employer pour stocker, pour charger des lève-palettes, charger des contenus, il n'y a pas de stockage ou très faible, hein, c'est du stockage virtuel. Donc les frais sont très très bas. Après c'est quelque chose qui va être reproductible. Alors moi j'ai mis pas de coût supplémentaire à N+1. Bon, y a pas, c'est pas la technique, on n'est pas dans par exemple dans l'agriculture où on a l'effet des rendements décroissants. Lorsque au début vous allez apporter une unité d'azote pour augmenter votre rendement d'un quintal par exemple, au bout d'un certain temps, vous arrivez sur un palier limite et même vous allez régresser si vous emposez votre champ en azote. Donc là, c'est pas du tout des techniques, par exemple, qui marchent partout. Là, ça marche vraiment sur le virtuel. Que vous vendez deux formations audio ou une formation, il y a peu de variation du prix. Donc c'est quand même à nuancer. Hein. Par exemple, si vous avez beaucoup une personne qui a beaucoup de clients et a une grosse base de données, il sera peut-être obligé de passer par un abonnement sur son serveur un peu plus important. Il y a quand même une valeur, des charges relativement faibles. Donc après, il y a autre chose que j'ai noté, c'est que la valeur perçue est parfois énorme entre différents supports. Par exemple, si demain j'achète un livre qui résume tout le potager, je l'achète 20 ou 40 €.
Et je suis sûr quasiment que c'est écrit par des experts et qu'avec, j'ai à peu près les grandes bases. Et ben la même chose, si quelqu'un vous le vend, et ben ils peuvent vous le vendre 300 euros ou plus parfois, ce que j'ai pu voir sur internet, hein. Même 80 euros. Et donc ça va occasionner des plus gros bénéfices avec les mêmes choses. Pourquoi? C'est que lorsque quelqu'un va donner une formation, par exemple avec des podcasts, des différentes choses, la valeur perçue de la chose, même si c'est la même à la base, elle sera beaucoup plus forte. Alors ça m'a fait l'étude de cas de Stephen King qui avait par exemple un nom de plume pour écrire certains romans et bizarrement ils avaient moins marché. Et quand l'affaire a été révélée, ces romans se sont mis à avoir beaucoup de succès. Donc l'histoire de valeur perçue. Donc moi ce que j'ai pu voir, beaucoup de youtubeurs qui m'ont parlé la semaine de 4 heures, donc c'est Tim Ferriss. Donc il y a plusieurs paramètres. Moi je n'ai jamais lu le livre, mais comme ils en parlent souvent sur internet et que j'ai entendu des résumés. Donc déjà, ça va être déléguer des tâches, passer par des assistants, par des nouvelles méthodes, que ce soit, il y a des sites maintenant pour dire j'ai tel travail à faire, je vous donne 5 euros et vous le faites. Après, être minimaliste, automatiser ces tâches, il y a beaucoup de choses comme ça. Et la technique qu'on sort souvent, la loi de Pareto 20-80, on peut l'attendre dans tous les sens, hein, mais Pareto, c'est pas que ça. C'est également des optimums de Pareto. Là, c'est juste une partie de Pareto. Donc après, il y a des personnes, youtubeurs ou sur internet, qui proposent des produits physiques. Alors ça peut être des livres en physique. Alors si le livre numérique marche bien, il peut le proposer en livre physique. Après, ça peut être des t-shirts. Hein, les grands youtubeurs peuvent proposer des t-shirts à leur effigie pour les fans, des tasses, des mugs. Après, du suivi. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'idée du psychologue qui dit je vous ai présenté des choses. Maintenant, moi, je suis spécialisé dans tel domaine. Donc, vous pouvez me suivre. Et je vous fais une consultation personnalisée. Donc, ça part un moyen de tirer des nouveaux clients. Donc, moi, ce que je dis là, dans ce que je dis, il y a rien d'illégal. Hein, c'est des techniques. Hein. Donc, là, je parlais des artisans également. Gagner en clients. J'ai plus le cas de l'artisan qui va tirer un bénéfice indirect de ses vidéos, puisque comme il paraît honnête, qu'il paraît compétent, qu'il paraît doué, je vais lui donner plus de crédit, et si j'ai besoin de lui qu'il habite dans ma région pour les travaux, je vais m'adresser à lui. Et donc pour toutes ces notions de vente de produits, il y a des nécessités, hein, c'est déjà d'être expert, et être expert ça s'apprend pas en une semaine, hein. Si vous apprenez le piano, il faudra des années, si vous apprenez vous êtes prof de langue, il faudra des années, et il faudra quand même faire preuve de son expertise. Si vous vous dites expert en jardin et que vous n'êtes pas capable de produire tel légume, ça va pas marcher, hein. Et après, ces personnes qui font de la vente, il faut quand même avoir des notions de marketing, c'est dire étudier un peu le marché, soit aller sur un marché global, ou soit et certains vont se spécialiser sur des marchés de niche. Et il faut quand même des connaissances en informatique, même si c'est pas du codage, il faut quand même que une personne sache créer un site WordPress, qui sache utiliser des newsletters, beaucoup de choses. Donc là j'ai fait le payant. Et après, j'ai mis d'autres idées comme ça qui me sont venues alors dans les conseils de base que j'ai pu noter, synthétiser. C'est que moi, ce que j'ai pu voir depuis quelques années, c'est que les vidéos sur YouTube sont de plus en plus professionnelles. On a de moins en moins des choses d'amateurs. Donc les gens vont faire beaucoup plus de recherches. Bon, recherche, j'ai mis biais, parce qu'on peut avoir des biais de confirmation. Hein. On veut dire quelque chose, on va chercher tout ce qui va dans le sens. Hein. Donc certaines écrivent des discours, des scripts. Donc on voit là, ça se rapproche à la première idée, le temps de travail. Et on a de plus en plus de gens qui sont quand même experts. Moi, je vois des gens qui savent beaucoup de choses dans certains domaines. Après, au niveau de l'image, on a vu que globalement tout s'est amélioré. Hein. On a des vidéos en HD, en Full HD. Donc après, comme je disais, si par exemple vous voulez filmer les papillons, il faudra un matériel de qualité. Alors même si vous proposez des vidéos gratuites, si vous optez pour un appareil photo à 600 euros pour avoir filmé par exemple des papillons, moi j'ai essayé de filmer avec mon smartphone la pierrite du chou, c'est impossible. Mais pour la plupart des vidéos, un smartphone peut suffire. Mais le plus important, ce qu'on entend souvent, c'est que le son est plus important que l'image, et c'est ce qui peut faire changer les gens. Notamment dans le podcast, mais il faut éviter d'avoir des bruits parasites. Alors c'est pour ça que les gens maintenant font beaucoup un enregistrement séparé, et vont utiliser soit un microphone qui est dédié et qui va avoir une carte son très bonne, ou un système d'enregistrement
bon, un micro-cravate pour éviter, par exemple, si vous êtes dehors, le bruit des voitures, le bruit des autres bruits, et même maintenant du montage vidéo, audio et vidéo. Donc dans le montage vidéo, je présenterai un jour les principaux logiciels de montage vidéo, mais ça demande quand même beaucoup de temps. Alors moi, c'est pour ça que je fais des vidéos pas très longues et pas très montage basique, parce que j'ai vu que c'est pas une histoire d'incompétence, il y a des choses que je sais faire, mais ça prend vraiment beaucoup de temps pour faire des coupures, des raccords, des synchronisations. Donc synchroniser l'audio si vous le faites séparément, même si les meilleurs logiciels peuvent le faire automatiquement. Le prix, hein, la plupart des bons logiciels de montage vidéo sont payants. Il y a peut-être des exceptions. Donc le type, ça dépend. Un logiciel de montage vidéo, ça peut coûter 20 euros et ça peut coûter 500 euros si on est vraiment sur des choses professionnelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un ordinateur puissant à côté quand même qui va se tourner correctement. Donc il y a aussi un temps de prise en main du logiciel, donc ça demande du temps. Alors ce que j'ai pu voir aussi sur internet, là c'est vraiment flagrant, quand vous regardez les grands youtubeurs, ils ont des techniques, vraiment des techniques maintenant professionnelles pour vous garder en haleine. Plusieurs caméras, des plans très courts qui durent 400 secondes, des intonations particulières, il faut beaucoup de rebondissements, du suspense. Vraiment maintenant on a des très bonnes qualités de montage. Moi des fois je m'imagine, je me dis mais si j'avais monté comme cette personne, j'aurais mis 3 jours, 4 jours, alors que moi mes vidéos elles mettent même pas 1 heure à monter. C'est aussi ces personnes ont pour but d'atteindre une audience. Après, il y a ils essayent d'ancrer une image de l'entreprise, de la personne, avec un logo particulier, une musique particulière, des salutations particulières. On connaît des gens qui vont commencer vidéo toujours avec le même bonjour, la même façon, pour vraiment leur donner une image forte. Donc après, comme je disais, il y a des personnes, youtubeurs, qui vont utiliser la transparence ou non. Est-ce qu'ils vont dire combien ils gagnent, est-ce qu'ils utilisent des liens d'affiliation, du partenariat. Donc ça peut être caché, ça peut être mis par des raccourcis. Donc le partenariat, pour moi, c'est quand même important que les personnes le disent. Car si vous êtes payé par une marque, vous n'allez pas avoir la même façon de penser que si vous êtes indépendant. Après, voilà, il y a différentes méthodes pour que les gens essayent de mettre en place pour essayer de comprendre les algorithmes. Il y en a peu qui... en fait, que les gens ne savent pas forcément les algorithmes de Google, mais tentent par déduction de trouver des choses pour que ça marche, pour que leur vidéo soit plus visible. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent les titres en majuscules maintenant, parce qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont dit que les titres en majuscules marchaient mieux, donc tout le monde maintenant, tous les gros youtubeurs vont les mettre. Alors là, les vignettes miniatures de vidéos attrayantes, on sait ce qui attire les gens, donc on va mettre ça en valeur. La régularité, donc apparemment YouTube mettrait en valeur, en avant les vidéos les plus régulières. Donc c'est un algorithme, hein, c'est un système de calcul qui va avec plusieurs variables. Et les liens, apparemment, les gens qui mettent de la pub, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas la pub mais qui mettent de la pub, car apparemment les vidéos avec la pub permettent de gagner en visibilité. Alors moi il faut savoir que j'ai pas droit à la pub, et c'est pas que la pub, c'est différents outils. Je peux plus programmer mes vidéos à l'avance, car cet objet fait partie des objets disponibles à partir de 1000 abonnés et tant d'heures de visionnage. Donc moi ce que j'ai pu noter là, je fais un peu de généralité dans tout ce que j'ai pu voir, que ce soit les vidéos YouTube ou dans la réussite de la vie en général. Pour réussir sur internet, sur n'importe quoi dans la vie, à l'école, n'importe quoi, pour moi ça fait preuve de plusieurs choses. Déjà, le plus important, le travail. Que ce soit la quantité de travail, ça c'est le plus important, et la qualité. C'est sûr que on va prendre l'école. Quelqu'un qui travaille beaucoup, il aura plus de chances de réussir que quelqu'un qui travaille pas. Mais en même temps, s'il bachote ou il comprend pas ce qu'il apprend, il a pas de qualité, il a pas de méthode, ça peut ne pas réussir. Après, deuxième chose, le talent. Alors ça, c'est chacun qui a un talent différent. Il y a des gens qui sont plus doués, et il y a même des génies. Alors moi, ce que j'ai pu voir de tout, par exemple, des gens que j'ai côtoyés, les génies, même les gens très doués, c'est quand même rare. Aujourd'hui, on a une époque où on dit, on voit beaucoup dans les journaux, dans les magazines, tout le monde est doué. Simplement que si tout le monde est doué, ça devient la normalité. Les doués, par définition, c'est des gens qui sont plus rares. Ça c'est une notion de statistique. Si vous êtes à plus de 2 écarts types, je suis d'accord, mais si vous êtes dans la moyenne, c'est plus de la douance. Donc après, la troisième chose, c'est la volonté et la persévérance. Ça, c'est très important dans la vie. Parce que vous pouvez être un très gros travailleur, mais si à la moindre difficulté, vous vous arrêtez, ça marchera pas longtemps. Et ça, c'est... donc c'est la persévérance, ça peut être le comportement vis-à-vis des échecs,
la tenue de votre travail dans le temps et certaines tâches qui, avec le temps, deviennent des habitudes, donc quelque chose qui devient quasiment inconscient. C'est comme se laver les dents. Après, moi, j'ai mis la chance. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre. Parce que moi, la chance, je la différencie en deux choses. La chance, vraiment l'aléatoire. Vous êtes là au bon moment. Donc, lié à des facteurs internes. Des facteurs externes, c'est vous avez créé un produit parce que personne à côté ne l'a trouvé. C'est aussi une forme de chance. Et la chance forcée, que je dirais plutôt que vous mettez tout en œuvre, tout votre travail et pour le but de réussir quelque chose. Donc, au final, ça va vous amener dans des bonnes situations. Pour moi, c'est la chance forcée. Et moi, après, là, je vais nous donner une notion de statistique, ce qu'on appelle parfois, quand on va faire des modèles statistiques, les résidus. Donc, c'est soit quelque chose qui n'est pas expliqué, il y a des choses qu'on n'explique pas, et ça va impacter la qualité du modèle statistique, ou soit des variables manquantes, soit j'ai oublié des choses, il y a d'autres facteurs qui font que les gens réussissent, ça peut être l'entourage familial, donc on rajoute un facteur, un deux facteurs, et théoriquement, les résidus diminuent. Ça, c'est des règles statistiques. C'est un peu... Et après, comme on parlait sur Internet, même si vous faites quelque chose de légal, est-ce que c'est éthique? Alors ça, c'est quelque chose ou pas? Est-ce qu'il y a des gens dans la vie, ils vont faire des choses, ils auront des scrupules et d'autres non. Donc il y a des gens qui sont très doués, mais ça, c'est vraiment vu dans la vie, il y a des gens très doués qui ont vraiment un talent, et au final, ils ne le mettent pas en œuvre, alors que des gens beaucoup moins doués, qui n'ont pas de scrupules, et eux vont le mettre en œuvre et ils vont réussir. L'éthique, alors là... je présenterai un livre traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, par exemple, les méthodes marketing. Certaines s'approchent pour influencer le choix, donc c'est pas de la manipulation, mais c'est des méthodes marketing. Et après, par exemple, je parlais des formations à 300, 1000 euros, donc elles sont légales, elles sont parfois honnêtes, mais parfois, si la personne en face n'a pas l'expertise et vend quelque chose en le sachant, il y a également le prix de vente qui est honnête. Si vous rendez quelque chose qui n'est pas accessible, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre, oui, mais je vends ma formation chère, mais elle apporte plus en retour. Ça peut être vrai, mais il faut quand même pratiquer un prix juste. Si la personne pratique un prix élevé simplement pour augmenter son bénéfice, c'est pas forcément très éthique. Donc là, c'est la principale chose. Donc en deuxième partie, je présenterai des données sur YouTube et je présenterai également peut-être des livres. Donc voilà pour cette première partie sur les différentes choses que j'ai pu noter. Et en fait, il faudrait même regarder la vidéo en x2 pour que ce soit plus rapide. Voilà pour cette présentation. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer combien rapporte à peu près une chaîne YouTube. Donc ici, c'est sur l'écran du gestionnaire de vidéos de YouTube. Donc là, c'est le tableau de bord où on a tout ce qui est résumé. Donc les vidéos les dernières vidéos lancées, le nombre de vues, le nombre de commentaires, de j'aime, de je n'aime pas. Donc après, on a l'analyse un peu plus poussée. Et donc on va cliquer dessus. Donc on voit que moi j'ai 355 000 vues pour 520 abonnés. Donc là, juste en ayant ces deux chiffres, on arrive à déduire une conclusion, c'est que moi, les vues sont essentiellement faites par des non-abonnés. Soit ça veut dire, on peut tirer une autre théorie, soit que mes abonnés regardent toutes mes vidéos en boucle, mais l'explication en regardant toutes les données, c'est que moi, c'est plutôt une audience de personnes, soit de passage, soit qui regardent une vidéo par intérêt. Mais en fait, on peut conclure que j'arrive mal à fidéliser mon audience. Alors ça, il y a plusieurs explications. Soit parce que je montre rarement mon visage, j'aime pas trop. Soit parce que mes vidéos sont mal construites pour certains. Soit parce que j'ai pas de fil conducteur, de fil rouge où je raconte une histoire. Donc il y a pas de proximité forcément avec l'audience. Donc c'est pour ça qu'aussi l'audience peut-être a du mal à s'abonner à ma chaîne, mais aussi parce que certaines personnes cherchent une solution à un problème, regardent la vidéo et puis ne s'abonnent pas. Donc là, on voit les revenus estimés. Alors 0 €. Pourquoi car YouTube a lancé des nouvelles règles liées à la monétisation des chaînes. Et ça, je vais le montrer plus tard. Donc là, on peut voir l'historique en minutes, en durée de visionnage et en nombre de vues. Ça peut être variable. On peut mettre des vidéos d'1 quart d'heure et les gens regardent 2 minutes. Donc il faut regarder à quel moment il y a un décrochage. On peut regarder l'évolution.
Après, on peut faire un peu plus compliqué, hein. Si on clique dessus, on peut avoir des moyennes un peu mobiles. Après, le nombre de j'aime pas. Donc, on peut faire le ratio, hein. Sur une courte période, c'est pas très significatif. Nombre de commentaires, de partages. On peut voir la redondance, l'émission des vidéos par playlist, par partage sur Facebook. Et là, l'évolution des abonnés. Alors, soit on a un plus, soit pour montrer que c'est en hausse, soit une flèche rouge pour montrer que c'est en baisse. Donc, avec les vidéos les plus regardées. Donc souvent c'est des vidéos anciennes et puis certaines marchent mieux que d'autres. Et c'est pas du tout lié à la quantité de travail nécessaire pour la vidéo. Moi j'ai des vidéos où j'ai montré en le filmant 30 secondes comment marchait ma pompe à eau. J'ai beaucoup de vues. Alors que des vidéos où je fais des recherches et au contraire je n'ai pas beaucoup de vues. Donc là c'est sur 28 jours, hein, on peut le mettre sur 90 jours pour avoir une vue un peu plus forte. Donc moi, mon autre chaîne, je l'avais changé plusieurs fois de nom. C'est pas mon point fort de trouver des noms pertinents. Donc on peut voir là aussi que l'audience de ma chaîne est soit en légère baisse, soit en stagnation. On est un peu entre les deux. Si on voit l'évolution, il me dit moins 18%. Donc j'ai une chute, une diminution de l'audience. Hein. C'est lié également à la régularité des vidéos, à la qualité des vidéos et à l'intérêt des gens pour la vidéo. Donc les revenus toujours zéro, nombre d'abonnés, alors des fois on voit qu'il y a des pics en bas, c'est que je perds des abonnés, nombre de commentaires, de partages, de j'aime, donc des fois j'arrive à 80, 90%, ça dépend. Dans l'ensemble, j'ai pas forcément des commentaires trop négatifs, donc ça je parlerai dans une partie l'effet de l'anonymat sur la qualité des commentaires et le biais de légitimité que cela peut induire également. Donc on voit que YouTube me rapporte rien par rapport au travail fait. Donc je crois qu'il y a 300 vidéos, 345. Donc je les ai pas toutes répertoriées. Il y en a que je trouve de qualité moyenne. Donc il faut à peu près, on va dire, 1 heure, 2 heures par vidéo. Donc ça représente le temps de travail ramené au revenu. Alors parfois quand je présente des choses, des livres, je mets des liens d'affiliation. Donc pour vous montrer quelque chose de représentatif, j'ai repris toute l'année dernière avec le revenu. Donc le nombre de clics, le nombre de clics et après le nombre de clics où les gens ont acheté derrière. Donc et le taux de conversion. Donc on peut voir qu'au final les gens ont commandé pour 318 €. Voilà, il y a quelque chose qui déconne. Non, voilà, j'ai compris. Donc, on voit qu'ils ont commandé par 318 € et avec un taux de conversion, donc on a 16 €. Donc, on a un pourcentage assez faible. Hein. Donc, il est variable. On peut pas calculer forcément un pourcentage global, car il est variable si c'est un livre, si c'est un produit virtuel, un produit physique, si c'est un produit d'Amazon partenaire. Donc, on peut voir le nombre de clics par mois, le nombre de clics après le nombre d'articles commandés et le gain. Et donc parfois aussi les gens renvoient l'article et donc c'est en déduction. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Si on calcule que j'ai gagné que 16 € sur un an, donc ça me fait 1,34 € par mois. Et par exemple, juste pour comparaison, un article que j'ai acheté qui m'a servi dans les vidéos et qui est pourtant un article basique mais qui est de bonne qualité, un trépied 21 €. Ça signifie que avec l'affiliation Amazon, sur un an, j'ai eu moins d'argent que pour m'acheter un trépied. Donc, d'une certaine façon, c'est mes fonds propres qui m'ont permis d'investir dans un trépied et pas les fonds gagnés par mes vidéos. Donc, il y a autre chose à noter, c'est qu'en fait, je ne me rappelle plus des règles exactement, il faut lire les conditions, mais Amazon envoie un chèque cadeau ou un virement à partir d'une certaine somme. Alors, je crois que c'est 25 €. Donc, pour avoir un virement, il faut quand même une somme significative. Hein. Ils n'envoient pas 3 centimes par mois. Donc c'est ça aussi d'important, c'est qu'ils peuvent pas m'envoyer. Donc on voit que l'affiliation, ça rapporte peu d'argent. Mais c'est sûr qu'une personne qui a 100 000 abonnés aura beaucoup plus, un montant plus fort, si elle met des liens d'affiliation. Donc il faut bien aussi prendre en compte que l'affiliation n'augmente pas le prix de vente. C'est simplement pour que déjà que c'est un partenariat gagnant-gagnant avec une entreprise. Alors ça peut être par Amazon, eBay, Mano, et qui va permettre de passer par ce site, de présenter un produit et vous rapporter un tout petit peu d'argent. Donc après, voilà. Là, c'est des articles sur les 1000 abonnés. Donc au mois de février, je crois, janvier, j'ai reçu un message de YouTube comme quoi les conditions générales vont changer et que si je n'ai dépassé pas 4000 heures de visionnage
sur 12 mois et 1000 abonnés, je ne pourrais plus prétendre à monétisation et à d'autres produits. Donc ça, j'avais 30 jours pour essayer de faire passer ma chaîne de, à l'époque, 80 abonnés à 1000. Donc c'est complètement impossible. Donc après, j'ai cliqué sur le lien et on voit que c'est à la suite de nombreux scandales et pour un peu assainir le YouTube, le programme YouTube, on peut faire une demande pour la monétisation. Notamment, il y a des avantages, c'est que déjà, théoriquement, les vidéos qui sont monétisées sont, pour la plupart des spécialistes, mises en valeur. Et également, car il y a d'autres outils également liés à la monétisation, que ce soit la programmation à l'avance de vidéos, donc, pour les sortir à l'avance, à l'heure qu'on veut. Donc, dans les critères, les 1000 abonnés et 4000 heures, moi, je ne peux pas les avoir. J'ai pas assez d'abonnés. Donc, il y a autre chose aussi à noter. Donc peut-être qu'un jour je passerai les 1000 abonnés. Si vous voulez créer un petit blog à côté, bon, il y a deux possibilités. Soit vous avez créé un blog sur une plateforme gratuite. Moi j'avais essayé sur Blogger ou Google Site. Donc on est très très limité, on peut quasiment rien faire. Et la solution la plus courante, c'est d'acheter un hébergement avec un nom de domaine. Donc là, sur l'entreprise française la plus connue, OVH, c'est là que j'ai acheté mon petit blog. Donc là, c'est en anglais, c'est pas très clair. Avant, c'était plus clair. Donc, il faut déjà acheter un nom de domaine. Donc, c'est soit un site en .fr, en .com. Donc, vous réservez pour dire que c'est que vous qui avez le droit d'utiliser ce nom de domaine. Donc, selon que ce soit un .fr, .info. Donc là, c'est en hors taxe, il faut convertir en TTC. Vous avez payé, je sais pas, 8 euros par an, 6-7 euros par an. Plus, à côté, il faut quand même avoir un espace de stockage, un hébergement. Alors moi, de mémoire, j'ai pris le plus simple. Donc c'est lié à la taille du serveur, à la capacité, au nombre de gigas qui sont... Alors moi, j'ai pris le premier, à 1,49€ par mois. Donc 21 euros hors taxe, auquel il faut ajouter le nom de domaine. Donc vous arrivez à 30-40 euros au final pour pouvoir avoir un blog. Donc un blog aussi, et sans être sûr de rentabiliser son blog forcément, c'est juste pour partager des articles, un peu. Donc l'intérêt, la plupart des gens, ce qu'ils vont utiliser, WordPress. Donc ça va être une méthode pour créer un blog qui est relativement facile. Hein, il n'y a pas besoin de faire du code, c'est juste et c'est très personnalisable. On peut mettre un thème en particulier, on peut mettre de la mise en page particulière, des extensions, de nombreuses choses. Donc ça demande un peu des compétences, de faire des recherches. Mais ça permet d'avoir un site quasiment comme des professionnels. Et ce qui se passe parfois, c'est que si vous faites ça, il faut le mieux faire tout soi-même. Même pour un boulanger qui fait présenter son entreprise, acheter juste son hébergement et le faire soi-même en bidouillant un peu. Car si vous faites appel à une entreprise, ça peut venir très cher et ils vont, pour la plupart, passer par OVH. Pas par OVH, par WordPress. Donc au final, ça vous coûter juste un peu de temps et... une quarantaine d'euros par an. Alors que si vous faites appel à une entreprise, en passant par WordPress, elles vont vous demander beaucoup. Donc il faut juste un peu de patience pour faire des recherches. Au début, moi, j'ai fait des petites recherches sur Internet et il y a beaucoup de tutoriels au niveau de WordPress. Donc voilà pour ce que peut rapporter un blog, c'est-à-dire très peu. Je vous parle pour un blog avec une faible audience. Ça rapporte très peu ou pas du tout sur la monétisation, très peu ou pas sur l'affiliation. Ça rapporte pas ou peu sur un hébergement. Donc là, je vous montre juste faire des vidéos sur Internet avec un faible nombre d'abonnés. Il y a des gens qui, quand ils vont se lancer sur Internet, ils ont une idée derrière, c'est de vendre des produits déjà, vendre une formation. Donc c'est pas du tout la même philosophie, un peu, on va dire. Et le plus important, lorsqu'on va présenter des choses sur Internet, il faut le faire par passion. Car si ça rapporte peu d'argent et que ça prend du temps, il faut que ça passionne. Sinon, ça peut pas durer. Il faut de la persévérance et que ça passionne. Et le but n'est pas forcément de gagner sa vie sur Internet, mais de partager des choses, sa philosophie. Donc, je ferai des autres parties sur l'anonymat sur Internet. Sur les types, également les types de logiciels de montage, je présenterai les principaux. Donc voilà pour cette partie. Alors dans cette haute partie de vidéo, je vais vous montrer quelques logiciels de montage. Donc cette vidéo, elle est en lien avec la série, le groupement de vidéos sur
les business models, les types de montage YouTube et les conseils pour réaliser des vidéos. Donc j'ai réalisé une petite liste de logiciels et le, le choix. Donc j'ai coupé les logiciels en deux catégories, les logiciels basiques et les logiciels pro. Alors quand ils sont basiques, ils sont pas forcément gratuits. Et pro, ils sont pas forcément gratuits. Et ni payés ou forcément payants. Ça dépend. Et en fait, ça dépend de plusieurs choses. Donc je vais aborder dans la troisième partie le choix. Donc je vais faire vite un. J'ai une liste de logiciels, donc c'est pas complet, hein, c'est pas exhaustif. C'est ceux que je connaissais ou les plus connus. Donc on va commencer par les logiciels basiques, que ce soit iMovie, ça dépend comment on le prononce, à l'anglaise ou à la française. Donc c'est un logiciel pour Mac. Après il y a les logiciels Pinnacle Studio, Magix Video Deluxe, Power Director, Windows Movie Maker. Donc là c'est les principaux. Donc moi ce que j'utilisais en tout début sur les toutes premières vidéos, c'est le logiciel natif de Windows. Donc je ne sais pas s'il a été retiré maintenant de la dernière version de Windows. C'était Windows Movie Maker. Mais c'est vraiment un logiciel basique, gratuit. Mais en fait, il n'est pas forcément gratuit car il est inclus lorsque vous allez acheter votre ordinateur. Donc il doit être compris dans le prix de Windows. Et on pouvait le télécharger dans le pack Windows Live. Et c'est un logiciel. Donc il était décliné en Movie Maker et Live Movie Maker. Donc très basique avec des petites coupures, des petites assez intuitifs. Mais moi je me suis vite retrouvé un peu en manque d'options. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai cherché sur internet des logiciels un peu plus complets. Et j'ai trouvé un logiciel que beaucoup de personnes utilisaient, c'était Vegas. Donc avant il appartenait à Sony. Je crois que ça a été racheté par la société qui a Magix Video. Donc Vegas est décliné en plusieurs catégories. Une catégorie amateur ou basique et une catégorie professionnelle, c'est Vegas Pro. Alors moi j'ai opté pour le premier logiciel Vegas, donc il a une quarantaine, cinquantaine d'euros. Il est décliné en gamme basique en trois catégories selon le nombre d'options. Donc au début j'ai utilisé ce logiciel et je me suis aperçu rapidement que le temps pour générer la vidéo suite au montage était assez long. Et donc je me suis rappelé qu'une fois j'avais acheté un petit appareil Lidl qui permettait de récupérer des VHS à partir d'un vieux caméscope pour faire les numériser. Et donc dans ce pack Lidl de même pas 14 euros, il y avait un CD avec un logiciel. Et ce logiciel c'était Power Director. Donc par la suite j'ai récupéré ce logiciel, Power Director, et je me suis aperçu qu'il était à peu près équivalent à Vegas, mais par contre pour générer des vidéos il était beaucoup plus rapide. Donc il faut prendre en compte que moi j'ai un PC assez polyvalent qui fait un peu tout, la bureautique, internet et du montage vidéo, mais il est relativement peu puissant. Et il faut savoir que pour faire du montage vidéo, il faut quand même un PC puissant. Donc avec un PC basique, on peut faire du montage vidéo, mais il faudra tenir compte que ça peut ramer et qu'on pourra être limité dans le montage du multicaméra et que il faut prendre en compte que le PC devra comporter plusieurs choses, que ce soit le processeur, la carte graphique, le nombre de RAM, une bonne ventilation. Et donc souvent on utilise des PC fixes car ramenés au prix du composant, ils sont beaucoup moins chers et personnalisables. Donc on peut utiliser des PC portables, mais il faudra dans beaucoup de cas s'orienter sur des PC assez haut de gamme, c'est-à-dire au minimum 800 euros si on veut avoir une pratique fluide. Donc il y a également le type de stockage que j'ai oublié. Donc voilà pour ces principaux logiciels. Donc Power Director aussi, il est à peu près au même prix que Vegas. Et à peu près la plupart de ces logiciels, à part pour Mac, ils sont à peu près les premiers prix des payants tournent environ entre 40 et 60 euros. Donc avec ces logiciels, on a quand même beaucoup plus de fonctionnalités que Windows Movie Maker. Et on peut quand même faire des petites vidéos amateurs, que ce soit pour des mariages, des événements, des petits montages vidéo YouTube. Donc après, je vais mettre en deuxième partie le logiciel professionnel qui à la base était destiné pour la télé, les reportages, mais qui de plus en plus sont utilisés par des youtubeurs car ils sont très performants, ils ont énormément d'options. Donc je reviendrai sur le choix, mais ça demande quand même une prise en main, un temps de prise en main. Donc au niveau des gratuits, il y a des logiciels qui sont sur Linux, et tout ce qui est sur Linux n'est pas forcément gratuit. Il peut y avoir des logiciels payants, comme des distributions Linux qui peuvent être payantes. Donc voilà, vous pouvez voir les principaux que j'ai
citer, et notamment un que j'ai jamais vraiment testé, mais que j'ai entendu assez du bien, DaVinci Resolve. Donc certains considèrent qu'il est aussi bon qu'un payant. Donc parfois, certaines personnes, par simplification, vont considérer qu'un logiciel gratuit est moins bien qu'un payant. C'est parfois vrai, mais c'est parfois faux. Donc ce qu'il faut tenir compte, c'est que lorsque vous allez payer un logiciel, théoriquement, il faut regarder le business model de l'entreprise, mais ça sert à payer des personnes qui vont travailler sur le logiciel. Et donc on attend souvent quelque chose d'assez performant, alors qu'un gratuit, ça dépend comment est généré le gratuit. Est-ce que c'est par des dons? Est-ce que c'est par de la publicité? Parfois c'est par du bénévolat. Et donc c'est aux personnes qui sont compétents en informatique et qui souhaitent faire progresser le logiciel qui peuvent travailler sur le code dans les logiciels open source. Donc il faut bien prendre en compte c'est important, cette donnée importante. Donc là, dans les seuls payants les plus connus, Avid, Final Cut Pro, donc c'est sur Macintosh, Adobe Premiere Pro et Vegas. Donc certains vont considérer que Adobe, j'ai mal écrit, Adobe Premiere Pro est l'un des meilleurs Adobe. Donc il y a plusieurs façons de prononcer à l'anglaise, à la française. Ou Vegas Pro seront les logiciels les meilleurs, mais en fait c'est selon les personnes, c'est comme des marques de voitures, on peut pas dire celle-là est vraiment meilleure que celle-là. Parfois, c'est des options d'ergonomie de prise en main, et au final, on arrive à peu près aux mêmes choses avec des logiciels de ce niveau. Donc là, ces prix peuvent être très importants, on peut dépasser les 500 € par logiciel, ou voir un abonnement payant par mois qui peut être relativement cher. Donc avec ces logiciels, soit on considère que c'est un investissement et qu'on pourra les utiliser, les amortir, soit c'est parce qu'on souhaite faire du montage très compliqué, ou soit ça peut être par plaisir. Donc certaines personnes vont utiliser des logiciels qui sont un peu craqués, c'est-à-dire qui vont pirater sur internet, et ça c'est à déconseiller, que ce soit pour la mise à jour, les pirates, et c'est aussi pour le respect du travail de personnes. Si des personnes passent du temps à créer des logiciels, il faut pour que le logiciel progresse, il faut que l'argent serve à ceci, à faire progresser le logiciel. Donc en cassant ce cycle, on ne participe pas à faire progresser le logiciel. Donc les logiciels piratés sont déconseillés. Donc il faut mieux parfois, si on n'a pas l'argent ou veut faire du montage classique, on n'a pas forcément toute la journée à faire du montage, utiliser des logiciels qui sont déjà assez intéressants, ou même des logiciels gratuits. Alors parfois, certaines personnes considèrent que les logiciels gratuits sont parfois moins ergonomiques. Donc c'est parfois vrai. Alors moi j'ai pu utiliser des logiciels comme des logiciels de statistiques comme R, qui est comme un peu moins facile d'utilisation que certains logiciels de statistiques payants. Mais après, c'est un temps de prise en main. Lorsqu'on va commencer à manier un logiciel, normalement, on a l'habitude et on gagne en fluidité. Donc dans le choix des logiciels, déjà, premier point, le prix. Donc est-ce que ça va être quelque chose, un logiciel qui va servir à faire des vidéos qui vont générer de l'argent et donc amortir le logiciel? Donc est-ce que c'est un usage pour le cinéma, le reportage, amateur, YouTube, pour les fêtes de famille? Donc c'est un premier niveau à prendre en compte. Déjà, le niveau d'utilisation. Est-ce que vous allez utiliser ce logiciel une fois par mois ou tous les jours pendant 8 à 10 heures par jour? Là, la question de l'investissement va se poser. Et après, au niveau du prix, ces logiciels peuvent proposer des abonnements par mois, des options multipostes pour une entreprise, un achat initial qui est unique, l'option de mise à jour payante ou gratuite, et l'achat ou non d'extensions payantes. Donc vous pouvez acheter un logiciel basique et en plus ajouter 20 € ici, 30 € ici pour des options. Donc dans le choix, il y aura la configuration minimum du PC. Souvent les logiciels haut de gamme professionnels demandent un PC très puissant. Donc il faudra prendre en compte ce domaine. Donc, est-ce que vous avez un PC familial? Et là, dans ce cas, vous ne pourrez pas forcément faire tourner correctement un bon logiciel. Est-ce que vous avez un PC dédié au montage vidéo, aux jeux vidéo, un PC puissant? Donc ça, c'est à prendre en compte, car un PC puissant, si vous achetez un PC à 1500 €, il faudra le prendre en compte, en plus du prix du logiciel. Donc si vous achetez un logiciel 500 € plus un PC 1500 €, il faudra par la suite soit avoir une très grande passion, soit
avoir un travail derrière qui puisse amortir ce logiciel. Donc les options le choix des options d'un logiciel de montage, on aura plusieurs catégories. Donc l'interface et l'ergonomie. Certaines personnes vont être plus à l'aise avec tel logiciel avec, par rapport à un autre, malgré que les options soient à peu près identiques. Donc la facilité de prise en main, la présence de menus assez intuitifs, l'ergonomie, le temps de prise en main. Alors, est-ce qu'il y a parfois sur des logiciels payants, il y a des formations, que ce soit des formations en ligne, gratuites sur YouTube, des formations payantes, des cours particuliers. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver sur des logiciels un peu haut de gamme, des explications pour aider à prendre en main un logiciel. Donc ça, prise en main, ça va demander, c'est égal à temps. Il faudra peut-être des semaines et des semaines pour commencer à manier un logiciel et à gérer les vidéos. Et donc le montage vidéo, en plus, même en ayant une bonne prise en main, demande énormément de temps. Donc c'est des facteurs les uns à la suite des autres qu'il faut prendre en compte et additionner. Donc le nombre de fonctions sur un logiciel, c'est ce qui va faire la distinction entre un logiciel professionnel et un logiciel payant, la synchronisation entre le son et l'audio, le nombre d'options, les options 3D, les effets. Et donc un des derniers points qui va influencer le choix d'un logiciel de montage, ça va être le système d'exploitation. Certains logiciels sont présents uniquement sur Mac, certains sur Windows, parfois sur Linux, et parfois maintenant il existe des logiciels spécifiques au smartphone. Donc c'est un nouveau secteur qui est en train de se développer. Donc les acteurs historiques commencent à se positionner sur le smartphone. Donc moi, comme j'ai utilisé Windows Movie Maker, je ne veux pas présenter car c'est trop basique. Je veux présenter des vidéos parfois d'explications sur Vegas, mais Vegas classique, pas le Pro. Et je vais également vous montrer le logiciel que j'utilise maintenant, qui a pris la place de Vegas, car je le trouve beaucoup plus rapide. C'est Power Director. Donc ces deux logiciels, Vegas version basique et Power Director, qui peuvent être utilisés par des PC basiques, bien qu'il faut quand même un PC un peu puissant. Et je vous montrerai quelques options que je développe, que j'utilise. Donc je n'ai pas forcément les meilleurs conseils à vous donner, mais ça peut toujours aider des personnes. Donc les logiciels payants très haut de gamme, je ne les utilise pas, donc je ne pourrais pas vous les présenter. Donc voilà pour cette vidéo. Donc là c'était une prise de notes, c'est normal que parfois j'ai fait des petites fautes de frappe. C'était juste pour vous aiguiller sur le choix d'un logiciel de montage entre les gratuits, les payants, et qu'est-ce qui va déterminer le choix. Voilà pour cette vidéo. En complément de la vidéo sur l'analyse marketing, j'ai repris quelques notions que j'avais apprises en cours de marketing, donc ça commence à dater. Donc les principaux concepts qu'on utilise en analyse marketing. Alors là, je me suis mis quelques-uns des plus connus. Déjà, le prix, la distribution, la communication et le produit. Ces objets sur lesquels on peut travailler. Donc l'une des analyses les plus connues, ça va être l'analyse Pestel. Donc avec les premières lettres, la politique du pays, l'économie, la macroéconomie, microéconomie, la sociologie, le social, comment fonctionnent les gens, l'environnement écologique, légal et technologique. Donc après, on peut également utiliser les forces de porteur, donc avec plus ou moins des gradations selon, là c'est sûr qu'en détaillant les acheteurs, que ce soit le pouvoir public, les fournisseurs, savoir s'il y a des barrières à l'entrée, savoir comment sont les concurrents. Donc après, une analyse qu'on peut retrouver pour beaucoup de choses, qu'on peut le faire par exemple pour une entreprise, ça va être la distinction entre l'analyse interne et l'analyse externe. Donc là, ça peut se retrouver partout. Par exemple, je vous parle beaucoup par exemple de maraîchage, de jardinage dans mes vidéos. La différence entre les forces, faiblesses, ce qui est interne à la personne ou à l'entreprise, par exemple ses compétences, et les opportunités, menaces, qu'est-ce qui est externe, les concurrents. Donc ça va être quel est le pouvoir qu'on a sur ces leviers et comment on peut les changer. Donc par exemple, force, faiblesse ou contraintes et avantages, on peut les retrouver sur le climat et de l'autre côté les compétences qu'on a dans un domaine. Donc on peut les classifier, faire des tableaux croisés. Donc l'analyse
marketing ne se limite pas à ça. C'est notamment la définition d'objectifs, analyser les demandes. Donc, parfois, si vous créez une entreprise, il est parfois intéressant ou nécessaire de créer, faire un état des lieux, des concurrents, du marché, de la demande des personnes. Donc, il y a deux choses à distinguer. Ça va être le business model, comment l'entreprise va générer son argent, quel est son cœur de métier, quelles sont les activités parallèles ou secondaires. Ça va être également l'analyse de l'offre, la segmentation du marché, sur quel secteur on va se positionner, donc le positionnement et la politique de la marque. Donc le marketing, ce n'est pas uniquement ça, ça peut être la demande, le consommateur, l'analyse des marques, le positionnement, la gamme de prix, le circuit de distribution, la communication, la publicité. Donc ça, l'analyse marketing, elle peut s'adresser à un charpentier, à un maçon qui veut se lancer sur ou un boulanger qui veut se lancer sur un secteur donné, et ça peut également concerner des multinationales. Donc on peut parler de publicité, le petit artisan qui veut se faire connaître, il va d'une certaine façon faire de la publicité. Donc tout est à mettre à l'échelle et à remettre au niveau de l'entreprise. Donc tout à l'heure je disais business plan et business model. Donc business model et business plan, ça va être analyser et voir avec un budget prévisionnel, en analysant les demandes, les personnes, les clients, les concurrents, comment peut se positionner l'entreprise. Là, c'était pour l'analyse marketing, les principaux points dont je me suis un peu souvenu de mes cours de marketing. Donc, en deuxième partie, j'avais cité deux choses. La présence de l'anonymat sur Internet. Je voulais juste ressortir une citation. Donc, j'ai pris ce livre, donc Homo economicus de Daniel Cohen, et j'avais notamment, il y avait une petite partie où il parlait de l'anonymat. Donc, qu'avec l'apparition d'Internet, les personnes peuvent avancer masquées sous un pseudonyme. Et donc, d'après l'analyse de certaines personnes, certains enseignants, chercheurs, comme Antonio Cassilli, euh, il remarquait qu'il y avait quand même une différence marquée entre les personnes qui, dans la société, sont modestes, respectueux et respectent les hiérarchies, et sous couvert d'anonymat et de pseudonyme, certains évoluent de manière à mettre en avant plus la diffamation, la méchanceté. Donc, et après les colorations entre Internet et les facteurs sociaux. Donc, c'est un livre très intéressant. Donc, au niveau des commentaires, c'est une, une analyse un peu plus poussée, mais par exemple, moi sur les commentaires YouTube, je considère que quasiment 90% des commentaires sont bienveillants. Donc, il y a deux types de commentaires bienveillants. Les très positifs qui vous disent que votre travail est bien et qui vous permettent d'avancer. Ceux qui vont vous donner des conseils, par exemple vous dire votre vidéo est intéressante mais votre son n'est pas bien ou tu devrais faire ceci. Donc ça c'est très constructif. Et après il y a des personnes mais qui ça reste relativement rare et souvent sous pseudonyme vont dire c'est nul, je peux faire mieux ou donc ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur internet où on avait sur ce genre de commentaires la tentation de répondre par un biais de légitimité. C'est par exemple répondre et toi de quoi es-tu capable de comment peux-tu mettre un commentaire? Es-tu capable de faire ce que je fais? Donc le biais de légitimité c'est quand même quelque chose où on peut tomber dedans. Si par exemple je donne une critique négative d'un film, le réalisateur peut me dire et toi est-ce que tu as fait un film en échange? Donc c'est pas parce qu'on n'a pas fait de film qu'on peut pas critiquer. Donc il faut pas tomber dans ces travers non plus. Donc voilà au niveau des commentaires. Donc dans une autre partie, je vais aborder également les principaux logiciels de montage. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas sorti des vieux cours de marketing ou des vieilles notions. Donc c'est quelque chose qui date et voilà pour ces analyses.